Suite à une baisse de 70% de son cours, est-ce que Worldline aujourd'hui constitue une opportunité d'investissement? On va aller regarder ça tout de suite. En premier lieu, qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va aller regarder la viabilité du business. En second lieu, on va aller regarder son positionnement et sa valorisation. Et en troisième lieu, à la fin, on va faire le compte rendu et voir si c'est une opportunité d'investissement. On parle de quelle entreprise? On parle de Worldline. Donc dans quoi ils opèrent? On est dans la finance. Donc c'est des services de paiements digitaux. Donc, est-ce qu'on va être par exemple un concurrent de PayPal? Est-ce qu'on va être par exemple un concurrent de Western Union, etc. De tout ce type de boîtes qui aujourd'hui maintenant deviennent potentiellement value si on regarde par rapport ici à ici. On va aller un petit peu regarder par rapport à son PER. En mettant ici le PER, on arrive sur une entreprise qui aujourd'hui est valorisée à 17 fois ses bénéfices, c'est-à-dire un PER relativement normal pour une entreprise qui aujourd'hui devrait être bénéficiaire. Alors on va regarder qu'est-ce qui va nous intéresser sur cette entreprise. La viabilité du business, on est sur un business extrêmement capitalistique avec beaucoup de concurrents. Donc on a un revenu total qui peut augmenter de manière extrêmement croissante. Vous voyez qu'on a une très très belle croissance qui a été effectuée sur ces dernières années. On va aller regarder un petit peu est-ce que les revenus nets sont en rapport avec les free cash flow. Effectivement, les free cash flow sont même plus souvent positifs que les revenus nets. Alors pourquoi? Sûrement qu'on aura eu, j'imagine par exemple en 2021, on doit avoir une acquisition qui doit traîner quelque part. Non, pas forcément. En tout cas, on a de l'achat de placement qui a pu peut-être niquer le BFR ou en tout cas nous tuer un petit peu notre revenu net. C'est qu'ici on a eu, voilà, opération abandonnée, 1 milliard qui est parti en 2021 en revenu net, mais en termes de free cash flow, cet argent a toujours été là. Donc maintenant, on va aller comprendre pourquoi. Donc on est sur une entreprise valorisée à 7 milliards, on n'a pas de dividendes aujourd'hui, étant donné qu'on est plus sur une entreprise de type growth, donc une entreprise qui devrait grossir de manière exponentielle. Alors, donc on a 4 types de business qui sont donc pas énormément, bon là maintenant on les a mis en 3 types de business qui sont pas énormément diversifiés, donc on a quand même un business qui va rapporter 70% du chiffre d'affaires. Maintenant, on va aller regarder un petit peu les marges. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? Nous, on veut voir des marges brutes qui augmentent. Effectivement, c'est le cas. Marge opérationnelle qui descend. Donc ça, pour l'instant, ça m'inquiète pas parce qu'on est sur une entreprise qui doit croître. Donc potentiellement, elle va énormément prendre de personnes. Et les marges nettes qui descendent de plus en plus parce qu'elle doit tirer les prix vers le bas. Elle doit embaucher énormément de personnes, etc. On a eu ce problème-là pour Adyen. Vous voyez pourquoi est-ce que le prix a baissé étant donné qu'elle a dû faire face à des dépenses d'exploitation qui devaient être de plus en plus énorme étant donné qu'elle arrive à une certaine masse salariale et voilà. On sait que Worldline va avoir beaucoup plus des contrats de type long terme. On a eu, bon par exemple là je vais vous le montrer, je ne sais pas si on le voit en tout cas dans, voilà on le voit ici par exemple Merchant Service ici, donc on voit Monoprix par exemple, tout ce qui va être TPE, donc terminal de paiement, vont être pris essentiellement voire quasiment par Worldline. Donc si vous payez avec votre carte bancaire dans un magasin Monoprix, ça sera Worldline qui le prendra en compte. Potentiellement aussi voilà au Lufthansa quand on va aller à l'aéroport, si vous payez directement là-bas potentiellement voilà ce sera comme ça. Ensuite il y a la banque ING voilà qui est peut-être le bras financier de Worldline. Et ensuite on a Mobility, e-transactionnel service, donc on a la possibilité de faire des virements, etc. Donc un concurrent qui pourrait être face à PayPal. Maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser sur ce genre de business en soi? Donc on voit qu'on a de la dilution, ce qui est tout à fait normal parce qu'on est sur une entreprise qui doit continuer de grossir. S'il y a de la dilution, j'espère qu'il n'y a pas ou peu de dette. En termes de dette nette, vous voyez que bon, on est à peu près sur 2, on a un equity qui est à 10 milliards et on a une capi à 7. Donc si en termes de valeur comptable par action, c'est assez haut. Alors qu'est-ce qu'on a un petit peu dans le bilan? Parce que ça va m'intéresser sur par exemple où on a eu quand même total d'actifs immo, on est quand même passé en 2020 de 7 à 19. Alors est-ce on n'aurait pas tout en intangible? Voilà, on voit que en fait ce qu'on a c'est du goodwill, donc c'est 10 milliards mais qui serait potentiellement en fait voilà ton total d'actifs quoi, on a quand même la moitié qui est de l'intangible. Alors on voit qu'elle l'a déprécié ou en tout cas enfin à certains moments elle l'a déprécié, alors pourquoi bon ça j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'elle a acheté en tout cas ici? 22 placements, je sais pas en fait on voit pas du tout. Regarde un petit peu opaque, c'est en 2019 en tout cas qu'elle a acheté une entreprise 3 milliards, donc je ne sais pas comment est-ce qu'on est passé à 10 milliards en intangible, ou en tout cas quelle entreprise elle a incorporé et qui lui permettrait ou peut lui permettre de faire autant de croissance.
Maintenant, en termes de rendement des capitaux investis, on voit qu'on baisse de plus en plus, et rendement de capital investi, on voit que c'est pareil en fait. Donc là, on est sur une entreprise qui potentiellement est en perte de vitesse, qui malgré les investissements qu'elle fait, n'a pas ou peu de retour sur investissement en termes de revenus nets. Vous voyez quand même bon, que le cash augmente, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Mais est-ce que la dépense en immobilisation ne va pas augmenter aussi en soi? Bon, on a quand même une dépense qui est à 300 millions, donc on est sur à peu près 30%. C'est pas forcément énorme. Maintenant, on va aller prendre voilà, cette dépense d'investissement. On va la comparer avec hop, la dépréciation cumulée. Dépréciation et amortissement, on voit que on a une dépréciation qui est beaucoup plus importante aujourd'hui que le CAPEX. Donc qu'est-ce qui se passe? Par contre, on sait qu'on a de la recherche et développement en plus que ce CAPEX, donc potentiellement on va essayer d'avoir moins de CAPEX de croissance et potentiellement un petit peu se concentrer sur un certain side business qui pourrait nous rapporter des plus grosses marges. Maintenant, on va aller regarder un petit peu voilà, les résultats du S1. On nous dit qu'il y a une forte dynamique de la croissance. En croissance organique, on est à 9,4% sur le T2 2023 par rapport au T2 2022. C'est-à-dire qu'on a toujours une croissance qui est bonne. Conformément à la feuille de route stratégique, nous avons scellé un nouveau partenariat bancaire de premier plan sur les services aux commerçants, notamment des discussions avec le Crédit Agricole en vue de la création d'une co-entreprise, donc une joint venture avec Worldline et le Crédit Agricole à la puissance de distribution qui serait donc beaucoup plus impactante. Elle pourrait rentrer sur un plus gros marché avec une joint venture avec le Crédit Agricole. Maintenant, est-ce que ça va lui servir pour pouvoir faire une croissance externe? À vous d'aller regarder ça dans les rapports financiers. La vraie question, ça va être la viabilité de ces marges. Comment est-ce qu'elle va faire quand elle va arriver à un point culminant où donc ces marges, elle va pouvoir potentiellement les augmenter parce qu'aujourd'hui, on voit qu'elle n'a pas d'avantage concurrentiel parce que sinon, on n'aurait pas des marges nettes ou des marges opérationnelles à ce niveau-là, étant donné qu'elle est donc obligée de continuer de grossir. Elle doit avoir un capex qui normalement devrait être assez important. On voit que c'est pas le cas. On voit surtout qu'elle fait de la rotation d'actifs. Vous voyez, dans achat, vente de placement, on va avoir des ventes de maturité et ensuite des rachats juste avant ou juste après. Donc il faudrait questionner effectivement cette politique d'allocation du capital, étant donné que bon, aujourd'hui, si vous investissez sur Worldline, vous espérez un rendement futur, étant donné qu'on n'a pas de politique de retour sur les investissements, en tout cas en termes de dividendes ou en termes de rachat d'actions, parce qu'on a constamment de la dilution, étant donné que je vois qu'on essaye maximum de ne pas prendre de la dette. On va aller regarder quand même un petit peu les charges d'intérêt sur la dette. On est sur 8,5, c'est-à-dire qu'on a réussi à rembourser assez de dettes aujourd'hui et donc on est endetté sur des taux, je ne sais pas si c'est des taux variables ou des taux fixes, mais en tout cas je vois que en juin elle a payé seulement 8 millions par rapport à 24 ou 28 qu'elle a pu faire en 2021. C'est-à-dire que sa dette est totalement supportable et qu'aujourd'hui sa dette ne serait pas un frein par rapport à l'entreprise. Par contre, ces actifs, étant donné qu'on a énormément d'intangibles, je ne peux pas prendre ça en rapport et me dire tiens, aujourd'hui elle est sous-évaluée parce que par rapport à sa valeur comptable, on est en dessous. Non, on a quand même en equity on est à 10 et en intangible on est à 10. Donc il faut aller regarder, il faut aller questionner tout ça, il faut aller voir pourquoi est-ce que Worldline a fait une acquisition aussi élevée avec et que maintenant elle se retrouve avec un goodwill aussi élevé. En termes de valorisation, on voit quand même que les statistiques, les ratios cours-bénéfices étaient complètement broken. Donc pour ce genre d'entreprise, on pourrait aller un petit peu du coup comparer avec des ratios cours-bénéfices de grosses entreprises, c'est-à-dire d'entreprises matures. On pourrait aller chercher un petit peu du 20 ou du 30. Aujourd'hui, on ne peut pas aller chercher ce genre de données-là parce qu'on n'a pas assez de données sur l'entreprise. On ne peut pas aller prendre des statistiques ou en tout cas assez commune parce que même sur du PayPal on a pu atteindre ce genre de valorisation en tout cas en 2021. Maintenant d'aujourd'hui on a 14% de rendement seulement sur les bénéfices nets, sachant qu'on a vu que les free cash flow étaient plus intéressants. Alors est-ce que c'est une entreprise intéressante? Selon moi, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je pense qu'aujourd'hui si vous évaluez que la croissance de ce genre de business pourrait être plus importante que un PayPal, que un Aidian, etc., qu'elle pourra aller bouffer un petit peu ses parts de marché parce que vous pensez qu'elle a un avantage concurrentiel qui en tout cas n'est pas visible à l'œil nu, mais si vous lisez et vous comprenez bien la qualité de l'entreprise, alors évidemment ça pourrait être une entreprise intéressante. Voilà. Je vous rappelle toujours de faire vos recherches. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.